L'immense plaisir de présenter Frédéric. Bonjour Frédéric, comment vas-tu? Bonjour, bah ça va très bien là, toi. Au-dessus de moi c'est la déco d'Halloween avec un peu d'avance parce que ce week-end c'était le goûter de ma fille avec ses copains de la crèche. Ouais, c'est À festif. 2 ans et demi, elle a déjà des copains, on s'est éclaté. Donc c'est assez sympa parce que tu vois que Halloween c'est un vrai marketing et ils sont plutôt bons et donc c'est un bon exemple de justement d'optique qui a bien marché comme le Père Noël qui est aussi à la base quelque chose qui vient du marketing et de Coca-Cola. Super. Bah, merci, je te remercie vraiment pour ta présence parmi nous sur Miss Mhm. Marketing. Et pour commencer, on va tout simplement t'inviter à te présenter. Alors bonjour à tous, donc je m'appelle Frédéric Canevette. Fou, je viens de fêter mes 42 ans. Dur dur. Mais bon, j'arrive à tenir. J'ai quelques cheveux blancs, je les vois pas encore de trop. Mais c'est surtout lié à ma fille que j'ai eue il y a 2 ans et demi qui tout de suite ça m'a donné un peu des cheveux gris. Tiens, voilà. Donc ça fait plus de 10 ans que je suis blogueur, alors sur différents sites que j'ai montés. Donc j'ai une double vie aussi, une vie secrète et une vie publique. Ouais. Donc en fait la journée, j'ai une activité de salarié. En fait ça fait fou quoi. Ça fait quoi? Ça fait 15 ans que je travaille, toujours dans le domaine des logiciels, de l'IT ou du hardware. C'est pour ça en fait je suis plutôt spécialisé en B2B, en marketing B2B. Et donc, depuis une quinzaine d'années, là, donc je suis product manager ou web marketer, ça dépend des entreprises dans Oui. lesquelles je suis passé. Ouais. Et en fait, en parallèle de ça, j'ai toujours eu une activité plus ou moins différente. À un moment donné, j'ai monté un magazine papier avec un de mes amis journalistes. Tout à fait. J'ai monté aussi une start-up avec des amis qui a fait Start Down. Là, depuis quelques années, je suis consultant en parallèle de mon job. Mais bon, faute de temps, surtout avec ma fille là maintenant qui est arrivée il y a quelques années, c'est moins facile de faire du consulting qu'avant. Donc, je fais surtout de la formation vidéo, des choses comme ça. Surtout, en fait, c'est pas forcément pour gagner beaucoup d'argent. C'est pour me tenir au courant parce que le marketing ça évolue à une vitesse folle et tous les gens, je plains vraiment tous les gens qui ne se forment pas, qui suivent pas un blog, qui suivent pas l'actualité parce que ça va très très vite et là tu vois, en 3 ans j'ai changé 3 fois de boîte. Je vois vraiment qu'il y a un niveau qui est pas extraordinaire. Ou alors c'est peut-être parce que moi j'arrive à me tenir au niveau des dernières actus marketing. En tout cas, le marketing en 5 ans a évolué plus que les 10 années précédentes. Donc c'est un métier qui évolue beaucoup beaucoup beaucoup, qui est spécialiste, qui est hyper spécialise. Il y a des gens qui sont spécialistes AdWords, des gens Analytics, des gens Facebook Ads. Je connais même une personne qui me dit, moi, de toute façon, mon créneau actuellement, c'est Facebook Ads et je me mets à fond là-dessus. Et j'ai un pote là, Ludovic Barthélémy, Oui. qui a monté une formation Facebook Ads il y a pas longtemps. Il m'a dit que c'était un carton plein. C'était rare comme ça à convertir. Mais bon, parce que c'est un très bon outil. Puis c'est comme AdWords, c'est simple en pratique, mais en théorie, c'est une vraie galère à gagner vraiment beaucoup d'argent. Donc voilà, donc ma journée en fait c'est simple. Hein, la journée généralement, maintenant parce qu'avant j'étais consultant pendant la semaine en temps plein, etc., etc. Mais là depuis quelques temps je suis passé full time salarié et généralement en fait je blogue le soir et le Oui. week-end quand je m'occupe pas de ma fille qui veut jouer avec son papa. Voilà. J'ai raconté quelques petits trucs. Donc la gestion du temps c'est quelque chose qui est important pour moi. À un moment donné, j'ai monté un blog en fait. C'est vrai que c'était d'ailleurs une erreur que j'ai faite. J'ai à un moment, je me suis dispersé un peu trop. J'avais besoin de beaucoup de temps. Beaucoup de temps. J'avais besoin de faire beaucoup de choses en peu de temps, même les journées se faisant 24 heures. Et donc, je me suis beaucoup intéressé au développement perso, à la productivité. J'ai monté un blog qui s'appelle devenirplusefficace.com. Et c'est vrai que j'avais monté ça en parallèle de conseils marketing et d'autres activités. Et donc, ça m'a pris beaucoup de temps. Bon, ça m'a permis de me former moi-même parce que j'essaie toujours de exploiter mes connaissances pour un blog. Mais la leçon que j'ai retenue, c'est maintenant, dès que je lance un nouveau projet, j'en arrête un. Parce que les mettre en parallèle, en fait, à la fin, tu finis, tu n'y arrives plus, quoi. Il faut vraiment trouver du temps et arrêter de faire des choses. Là, par exemple, tu vois, je vais écrire un bouquin en début d'année prochaine qui va paraître en juin chez Duno.
Et c'est un bouquin sur le gros hacking. Et donc, en fait, j'ai décidé comme ça, je me disais, il me faut du temps. Donc, j'ai décidé d'arrêter le chat sur mon site internet, qui est pourtant un super outil pour fidéliser, pour trouver des clients, pour vendre des trucs. J'ai décidé de l'arrêter parce que ça me prenait entre une demi-heure et une heure par jour à répondre au chat. Et donc, j'ai dit non, il me faut ce temps-là. Donc, s'il y a une petite leçon que je pourrais vous donner, c'est essayez de vous concentrer sur un projet. Et quand vous avez des projets, dites-vous, faut abandonner un truc. Ça, c'est vraiment important. C'est la leçon que j'ai retenue. Oh, super, merci pour le conseil. Et là, en fait, quand tu parles de conseils marketing, en fait, tu as une vingtaine de sites, je pense, dont on va faire un focus sur conseilmarketing.com parce que d'abord, en aidant le marketing. Et donc, j'aimerais savoir, en fait, pour les gens qui connaissent moins, en fait, le site, c'est qui le public du site? Qu'est-ce qu'on trouve quand contenu? Est-ce qu'il y a des articles uniquement? Est-ce qu'il y a des podcasts? Est-ce que tu collabores avec d'autres personnes? C'est toi uniquement qui... Parce que franchement, en termes de contenu, c'est waouh, c'est une référence, voilà, une forte référence. Alors, il y a beaucoup de questions. Il faudra que tu me reposes toutes les questions, je te répondrai une par une. Alors, oui, alors conseilmarketing.fr qui est devenu un .com parce que à un moment donné, j'ai eu beaucoup de... Ah, ça, c'était aussi une erreur que j'ai faite. J'ai commencé sur Blogger, en fait, en 2006, il y a 10 ans de ça, parce qu'en fait, justement, avec des potes, on montait une start-up et c'est moi qui m'occupais du marketing. Eux s'occupaient de la partie dev et ils étaient en train de montrer... à l'époque, on appelait pas ça une application, mais bon... on va dire que c'était un site. Et finalement, en fait, on passait d'appart en appart, on bossait le soir, on tournait dans les apparts. Et en fait, ils mettaient vachement de temps à développer. Et finalement, moi, tu vois, en attendant, je préparais la stratégie, je préparais un blog pour noter tous mes trucs. Parce que à l'époque, tu vois, je bossais dans le web dans les années 2000, dans des startups web, quand c'était le début de l'e-commerce. Et donc, je notais tout ça sur un blog pour me dire, ok, alors, quand on va lancer le site, on va faire ça. Quand on va faire le référencement, il faut faire ça. Et le blog me servait comme aide-mémoire. Et puis, en fait, la startup, on l'a jamais montée ou le site a jamais été trop créé. Il y a juste un blog qui est resté sur le sujet et qui, sur le coaching, en fait, qui nous rapporte quelques dizaines d'euros tous les mois. Et donc, en fait, voilà, j'ai monté le site au début comme pense-bête, aide-mémoire, parce qu'à l'époque, en l'an 2006, t'avais rien d'intéressant sur le web en français. Il y avait vraiment aucun contenu de qualité, aucun blog vraiment top. Et c'est pour ça en fait que j'ai monté mon propre blog. Et à l'époque, c'était super facile parce que il n'y avait pas beaucoup de contenu de qualité. Dès que tu faisais un truc un peu waouh, et ben forcément, t'avais beaucoup de notoriété. Donc j'ai commencé sur Blogger. Ça peut être une bonne chose pour ceux qui débutent parce que parfois tu es un peu dérouté par la technique, etc., etc. Si tu commences par un WordPress.com ou un Blogger.com, tu peux commencer. Par exemple, ma femme, je suis aussi, elle est passionnée de couture et j'ai monté un blog sur le tricot. Au début, elle me dit mais j'arriverai jamais, tout ça. Et je lui ai monté un blog sur Blogger et tout de suite elle a réussi. Elle s'est prise un peu au jeu. Elle a eu quelques centaines de visiteurs par jour et après elle s'est mise sur WordPress. Alors elle est arrivée, je crois 3, 4 000, 5 000 visiteurs par jour au bout de quelques semaines, quelques mois. Parce qu'elle je l'avais bien coaché. On avait fait des études de mots clés. On avait on avait fait plein de trucs. Mais en fait, à la fin, donc, elle a été un petit peu démotivée parce que il y a ma fille qui est arrivée là-dessus. Et donc maintenant, le blog est plus vivant, mais c'était un cas d'école pour moi. Je me suis bien amusé à faire monter un site, l'optimiser, etc., etc. Bref, donc c'est pour te dire que il faut commencer petit. Moi, j'ai commencé petit, puis après j'ai migré sur WordPress. Et donc l'erreur que j'ai faite aussi là, c'était que j'ai migré. J'en avais marre une fois, je m'étais fait attaquer une ou deux fois, et donc j'ai fait des migrations de serveurs. J'ai dit allez, je migre sur un autre truc. Et ça m'a fait perdre pas mal de référencement. Mais à l'époque, c'était pas un vrai business pour moi, c'était plus une passion. Donc voilà, donc j'anime ce blog depuis longtemps. Alors pendant un moment, je faisais quasiment un article par jour, mais c'était surtout de l'easy writing, parce que je postais une vidéo, une publicité du jour. Mais ça, je l'ai arrêté parce qu'en fait, il faut vraiment choisir sa cible. Moi, ma cible, c'était des conseils concrets en marketing. C'est-à-dire que je fais pas d'actualité, je fais peu
enfin, je fais pas de point de vue, je fais surtout du conseil. Je dis, moi, si j'étais, si je cherchais un truc sur Internet, j'aimerais bien trouver cet article-là qui va à fond sur ce sujet-là et qui répond à la problématique. Donc, j'essaie d'avoir un truc concret, pratique. Alors après, le problème, c'est essayer de pas tourner sur soi-même. Il y a pas longtemps, je me suis rendu compte que j'ai fait un article sur les backlinks avec genre 17 conseils pour réussir ses backlinks, et j'en avais fait le même un an ou 2 ans auparavant avec 9 conseils. Je dis, ah merde, si j'avais su, j'aurais réactualisé un article. Parce que ça aussi, c'est une technique qui marche très bien. Réactualiser ses meilleurs articles, les remettre au goût du jour et les republier à la date, et ça marchait bien. Donc voilà. Donc pour moi, c'est surtout de mon positionnement, c'était donner des conseils concrets pour les PME et les freelances, sachant que au départ, le blog, c'était sur le marketing en général. Si tu regardes, il y a des trucs sur le mailing il y a très très longtemps. Et là, encore une fois, c'est une chose que je conseillerais aux personnes qui se lancent maintenant sur le blogging, c'est penser vraiment à une cible, pensez pas à une thématique. C'est souvent une erreur que je vois. Il y a des gens qui me disent, ouais, je veux faire un blog sur la perte de poids ou des choses comme ça. Je dis, ouais, ok, mais la perte de poids, tout le monde en a. Enfin, il y en a beaucoup sur le sujet. Mets-toi plutôt sur un truc particulier. Par exemple, les femmes de plus de 40 ans qui veulent rester minces après un accouchement, ou les filles qui veulent être jolies en 25 ans, ou comment perdre du poids facilement. Enfin bon, c'est quand même mieux d'être fixé comme ça sur une cible, sur une personne, un cœur de cible, des gens qui ont un vrai problème urgent, important et qui sont prêts à payer. Ça, c'est vraiment la clé: urgent, important, prêt à payer. Et donc à ce moment-là, donc tu as une vraie cible. Et je dis toujours qu'il vaut mettre sur une niche suffisamment importante que d'être générique. Là, je déconseillerais fortement à quelqu'un de vouloir monter un blog sur le marketing en général, ou je sais pas, le SEO en général. Je dirais plutôt, non, tu vas monter un blog sur le référencement dans le B2B, ou le référencement dans l'e-commerce, ou Google Analytics, ou AdWords, ou je ne sais quoi, mais en tout cas sur une cible qui soit précise. D'accord, super. Wow. Alors les autres questions. Ah oui, tu m'avais dit, est-ce que je suis tout seul? Oui, je suis tout seul. Oui. Par contre, j'accepte le guest posting de temps en temps, mais de qualité. Mais à chaque fois, je dis toujours que 80% des articles, je les refuse, et c'est vrai, parce que les gens parfois, quand ils font du guest posting, font un article de mauvaise qualité. Or, c'est le contraire. Il faut donner le meilleur de soi-même pour donner envie aux gens d'aller voir ce qu'il y a derrière, qui est le gars qui a écrit cet article-là, et puis aux blogueurs de faire un effort pour le relayer. Ça, c'est essentiel. Là aussi, j'ai appris des leçons au bout de 10 ans de blogging. Il faut éviter de faire trop de guest posting, c'est-à-dire les articles invités d'autres personnes, parce que finalement, moi, à chaque fois, ça me prend au moins une demi-heure, 1 heure minimum pour revoir l'article, le modifier, l'améliorer, etc., etc. Et en plus, ça peut sortir un petit peu de ta thématique actuelle. Et ça, je le fais un peu moins souvent. Ou alors j'impose des sujets. Mon truc maintenant, et j'ai trouvé que ça marche bien, c'est que les gens qui veulent faire du guest posting, je leur dis, bon, ok, dis-moi quel va être ton sujet, et ils me disent, bah, je vais plutôt te parler de ça. Et quand ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire, je leur envoie en fait des articles américains qui sont bien sur un sujet, top tips, top best advice, tous les trucs comme ça. Et je leur dis, tiens, regarde, t'as 5-6 articles avec des super conseils, inspire-toi de ça et fais au moins un truc. D'accord. Voilà. Comme ça, en fait, ça permet de cadrer les choses et de pas avoir des trucs trop pourris. Pareil, les interviews, j'en ai fait aussi. Les interviews, c'est bien. Le problème des interviews, alors il y a un avantage. Un avantage, c'est que généralement, les personnes que tu vas interviewer, comme toi et moi, je vais relayer ton contenu et bien entendu, ça va te faire de la visibilité. Il faut faire attention à tes lecteurs, parce que dans une interview, parfois, t'apportes pas assez de conseils concrets et pratiques, et donc les gens vont dire, ouais, mais cette interview, il y a 5 minutes où il y a 50 lignes de texte, et en fait, il y a 3 lignes qui sont importantes. Donc moi, ça m'arrive de rajouter des trucs. Par exemple, là, il y a pas longtemps, j'ai fait une interview intéressante de Florian Hernandez de Socialimap sur l'employé advocacy, c'est-à-dire les salariés d'une entreprise qui relaient l'information sur l'entreprise, sur les médias sociaux. C'est vrai que son interview était sympa, mais bon, ça restait quand même un petit peu simple. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, ce que j'appelle, c'est renforcer en fait un article. C'est-à-dire que j'ai un article qui était moyen, et en fait, j'ai été complété avec mes propres connaissances, mes propres conseils. Si tu regardes employé advocacy sur mon blog, tu verras bien que il y a eu, il y a tout l'article, et puis après, il y a, on va dire, un tiers de contenu en plus, qui est plein de petits conseils concrets pratiques qui font que l'article, finalement, il est top. Moi, je dis toujours que tu écris un bon article quand toi, le gars qui a écrit, te dit waouh,
même moi j'ai écrit un truc, même moi j'ai appris un truc en fait. Et si tu es capable de dire waouh, même moi j'ai appris un truc en faisant cet article-là, tu as réussi, c'est un bon article, donc tu peux t'arrêter de l'écrire. Ok. Voilà. Et en fait, sur ce site-là, tu as plus de 18 000 visiteurs par jour. C'est ça? Alors actuellement, je suis entre 10 000, 12 000, 15 000, ça dépend. Parce qu'en fait, comme je suis en B2B, pendant l'été, ben, ça marche moins bien. En plus, il y a quand même pas mal d'étudiants qui viennent sur mon site. Et le week-end, forcément, ça réduit à peu près de 30%. Donc oui, je suis à 10, 12 000 visiteurs par jour en moyenne. Mais en fait, le secret, parce que tu m'as posé la question, quel est le secret de ce nombre de trafic? Malheureusement, je vais vous décevoir, parce qu'en fait, un des secrets, le secret numéro un, c'est la longévité. Tout simplement parce que j'ai écrit des articles il y a 10 ans. Et même si au début, comme je disais, l'easy writing, c'était une image, une vidéo ou un truc comme ça, ça marche pas avec Google, ça permet pas d'avoir du référencement. Mais au fur et à mesure, quand même, au fil de l'eau, tu cumules un petit peu les articles et tu deviens présent sur ce qu'on appelle la longue traîne. Hein, tu es présent sur beaucoup d'articles. Donc en fait, beaucoup de mots-clés. Donc un des secrets, c'est que quand tu fais un blog, il faut se dire en fait que tu as ce qu'on appelle une traversée du désert. Et je le vois toujours avec les gens qui font un blog. En fait, avant d'avoir les résultats, il va falloir un petit peu de temps. Donc, il faut se dire que, tiens, ça va mettre quelques semaines, quelques mois avant que ça marche. Alors, il y a d'autres techniques qui permettent d'aller plus vite, qui permettent tout simplement de se dire, bah, tiens, comme une interview comme ça, faire des interviews écrites, faire un livre blanc collaboratif, organiser un web séminaire en live, offrir un cadeau, un bonus, des choses comme ça. Enfin bref, il y a plein de techniques qui permettent d'accélérer la notoriété de ton blog. Mais si tu n'utilises pas ces techniques d'accélération de trafic, ben, il faut savoir que Google fonctionne par palier. Au début, tu as un palier de 25-30 visiteurs, ensuite 100, ensuite tu es à peu près 250-500, ensuite tu es à 1000, ensuite tu es à 5000, ensuite tu es à 10-15 000. Et le palier de 10-15 000 qui passe à peu près à 30 000, il est assez dur à monter, surtout sur des sujets un petit peu techniques comme ça. Donc le premier point que je dirais, le numéro un, c'est la longévité. Le deuxième point qui est également important, c'est les articles en eux-mêmes. Il faut être franc, ce sont alors je dirais c'est pas comme avec les filles, mais presque. C'est plus c'est long, plus c'est bon. C'est-à-dire que plus on a un article qui est long, qui est de qualité, plus tu as de chance en fait qu'il soit bien référencé par Google. Et moi, depuis tout le temps, j'ai comme philosophie en fait de faire des articles qui vont à fond dans des sujets, ou alors je les découpe et je les saucissonne dans plusieurs articles. Mais en fait, je vois bien les articles qui marchent le mieux, c'est les plus longs. Donc en fait, il faut vraiment aller au cœur du sujet. Alors c'est pas qu'une question de longueur, hein, c'est aussi une question de qualité. C'est-à-dire que Google analyse un petit peu le temps que les gens restent sur une page, etc., etc. C'est pour ça que moi de temps en temps, avec mes top articles, je les réactualise. C'est-à-dire que je remets un petit peu au goût du jour, j'ajoute des infos, je change ce qui est un petit peu obsolète, et ça me permet d'avoir toujours des articles qui me rapportent du trafic. Parce qu'il faut pas se le cacher, je pense que 20 à 30% de mon trafic doit venir de 10, une quinzaine d'articles. C'est un petit peu la loi de Pareto, hein, 80-20. Donc c'est important quand même de soigner ces articles-là, les mettre en avant. Et c'est vrai que régulièrement, à peu près tous les ans ou tous les 2 ans, mes top articles, je les réactualise. Et comme ça, en fait, je leur donne un petit peu de visibilité supplémentaire. Ils reviennent sur les médias sociaux, etc., etc. Et donc, ça me permet de leur donner un petit coup de boost à des articles en fait qui sont fondamentaux, qui sont les piliers de mon blog. Donc ça, c'est important. Après, il y en a certains qui ont baissé en trafic et justement, j'analyse ça dedans. Le troisième point que je dirais qui est important, c'est de travailler les mots-clés. C'est vraiment de se dire quels sont les mots-clés qui vont me générer du trafic et donc se positionner dessus. À un moment donné, par exemple, je m'étais rendu compte que content marketing, ça faisait en trafic, et donc tu peux regarder sur Google Trends l'évolution du trafic d'un mot-clé. Et donc en fait, tu regardes Google Trends, et puis aussi j'utilisais un outil qui s'appelle SEMrush, qui est un outil en fait qui permet de voir les mots-clés qui génèrent le plus de trafic chez tes concurrents. Et justement, j'avais vu chez un de mes concurrents entre guillemets, hein, parce que sur le web,
je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc c'était web marketing com. J'avais analysé ces mots-clés qui les généraient le plus de trafic. Et dans le top 10, tu avais charte graphique. J'ai dit merde, charte graphique, c'est tout à fait dans mes cordes. Et donc, boum, j'ai fait un article sur charte graphique et bam, ça m'a ramené du trafic dessus. Okay. Voilà. Donc en fait, il faut choisir les mots-clés, ceux qui génèrent du trafic, qui sont en phase avec ta thématique. Et moi, c'est vraiment en phase avec ma thématique, puisque aussi, dans le choix des mots-clés, il y a aussi le choix de la thématique. Par exemple, dans le domaine des social media, du marketing sur Internet, il y a beaucoup de monde. Par contre, en fait, sur la thématique que moi je choisis d'être un petit peu différent. Par exemple, j'ai parlé de tout ce qui est vitrine, j'ai parlé de tout ce qui est marketing produit, pour le management, je parle de carte de visite, je parle de plan marketing, je parle de stratégie commerciale, des sujets qui sont d'ailleurs un petit peu plus haut de gamme et qui m'attirent des gens un peu plus qualifiés. Et ben là, tout simplement, ça me permet d'attirer plus de trafic parce que je suis moins en concurrence avec tous les gens qui parlent de Twitter, Facebook, etc., etc. Comme dit Yann Gourvenec, les articles qui buzzent le plus, c'est les blogueurs qui parlent de blogueurs qui parlent de blogueurs. Et souvent, c'est sur les médias sociaux. C'est les articles sur les médias sociaux qui parlent des médias sociaux sur les médias sociaux qui marchent le mieux. Mais à long terme, en fait, c'est souvent les articles qui ont le moins de concurrence qui fonctionnent bien. Ça, c'était le troisième point. Puis je dirais un quatrième point. C'est tout simplement en fait la promotion. Au début de conseil marketing, quand j'ai débuté il y a une dizaine d'années, je faisais un gros effort sur la promotion. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je sortais un article, systématiquement, je le publiais sur les réseaux sociaux. À l'époque, Twitter, Facebook, ça n'existait pas beaucoup, mais ça n'existait pas d'ailleurs Facebook, mais ça existait un peu Twitter. Mais je le postais sur les forums, je le postais sur les big likes, je le postais un peu partout. Et à chaque fois que je postais un article, je mettais au moins un quart d'heure, une demi-heure à faire la promo de ces contenus-là. Maintenant, je continue. J'ai une mini checklist. Quand je dis tiens, je vais sortir un article de qualité, je le mets sur LinkedIn, je le mets sur ma page Facebook. De temps en temps, je le mets sur des groupes. Je vais aussi le partager, le notifier quelques personnes. Bref, j'ai tout un système de checklist de buzz qui me permet de m'assurer que cet article-là, ça va bien marcher. Et donc, toi, depuis même maintenant, je me contente de faire 2 articles par semaine, ce qui est peu, alors qu'avant, j'étais plutôt à 3 voire 4 articles par semaine, dont on va dire au moins 3 articles de très bonne qualité, 1 de moyenne qualité. Et depuis que je fais moins d'articles, mais plus en forme, plus en profondeur, à ce moment-là, en fait, j'ai un meilleur succès. Parce que c'est des articles où les gens disent waouh, c'est top. Ok. Alors, pour la promotion, est-ce que tu fais aussi, on fait de la promotion payante ou non? Alors j'en ai fait un petit peu, j'ai fait un petit peu de Facebook Ads, mais c'est plus pour convertir, c'est plutôt plus pour convertir les gens qui sont venus sur mon site internet ou sur quelques pages. La pub payante, j'en ai fait un petit peu avec un peu de display. J'ai tenté des campagnes sur Twitter. J'ai tenté pas mal de trucs en fait, et j'ai des outils payants. Mais les outils payants, je préfère en fait utiliser des outils pour capturer du prospect plutôt que faire de l'affichage. Par exemple, en fait, si tu regardes sur mon site internet, j'ai une petite fenêtre qui permet de capturer des prospects avec un petit pop-up. Là j'ai enlevé pour des questions de temps, j'avais ma chatline. J'ai pas mal de choses en fait qui sont sur le site internet. J'utilise sur certains sites Sumomi, donc j'utilise pas mal d'outils. Je préfère donner de l'argent sur des outils qui vont me permettre d'automatiser du travail, de capturer du trafic, que de payer pour du display. Par exemple, là, j'utilise un outil qui est assez sympa qui s'appelle Crowdfire, qui permet d'envoyer des messages automatiques de remerciements sur Twitter. Et c'est pas mal, quoi. Voilà. Super, ça garde les liens. Et je reviens sur le troisième point parce qu'il y a certaines personnes qui vont se dire, moi, je fais pas de contenu en termes d'articles, j'écris pas. Peut-être pas du tout, mais je fais plutôt de la vidéo. Est-ce que tu as des conseils en fait spécifiques pour les gens que leur canal préféré est la vidéo? Oui, alors c'est simple. C'est vrai que moi je tape très vite au clavier et donc c'est un gros avantage parce que je fais de l'ordi depuis que j'ai 12 ans, donc j'ai 42 ans, donc ça fait 30 ans que je tape sur un clavier. Donc je tape assez vite. Donc moi ça me pose pas de soucis, je suis habitué à ça. Mais depuis 1 an et demi, je me force à passer en multicanal. Je me rends compte en fait que c'est dur à dire, mais
le blogging textuel est en déclin et va décliner d'année en année. Il va pas disparaître, hein, mais il va décliner parce que tout simplement les gens vont aller sur la facilité. On appelle ça du fast-food, du content fast-food ou du contenu un petit peu easy. C'est-à-dire que les gens en fait préfèrent plutôt des choses faciles à digérer, du content snacking. On parle aussi de ça, des trucs plus faciles à voir et plus courts. Donc en fait, c'est clair que moi, je me suis mis depuis un an et demi à la vidéo. J'ai fait aussi pas mal d'efforts sur les dessins. Je fais beaucoup d'efforts sur le dessin et j'ai fait un effort sur le podcast. En fait, systématiquement, en fait, j'essaie de réexploiter mes meilleurs contenus sur ces différents formats. Un exemple, j'ai écrit un article. Alors attends, je vais essayer de retrouver le truc. Quand est-ce que je l'ai fait? Alors, je l'ai pas encore fait sur Link Building, mais dès qu'en fait je fais un article de qualité, ce que je fais, c'est qu'en fait je le relis à voix haute avec un screencast. Et donc, j'en fais une vidéo. Ensuite, j'extrais l'audio et j'en fais un podcast. Et de temps en temps, quand c'est vraiment des trucs bien, je les transforme en images. Et avec différentes images, après, je fais un mini guide. Là, j'utilise beaucoup actuellement parce que je fais un gros effort sur le service client. J'ai dû faire créer une dizaine d'images avec une dizaine de conseils service client, et j'en publie quasiment tous les 2 jours sur LinkedIn, Twitter et Facebook. Et bon, je suis en train de mesurer un peu le ROI de tout ça, mais en tout cas le multicanal est important, l'aspect visuel est important, et donc c'est clair que si t'es pas à l'aise avec l'écriture, il faut pas se forcer, parce que le problème c'est que ça va devenir pénible pour toi, et au début tu vas le faire parce que tu te sens un peu forcé, mais comme tu verras pas forcément un ROI rapide et que c'est une galère pour toi, tu vas t'arrêter, et à un moment donné tu te dis mais non, c'est pas pour moi. Donc il faut passer par le média qu'on privilégie, qu'on préfère. Par exemple, moi le podcast, je trouve ça vachement sympa. Tu vois, j'utilise mon téléphone, tu vois, tous les jours pas tous les jours, quasiment tous les jours, pour enregistrer en fait des podcasts que je mets sur mon compte iTunes. Mais ça fait partie aussi de ma technique d'écriture, comment j'arrive à produire du bon contenu facilement. C'est tout simplement que j'ai un petit secret, et ça c'est au bout de quelques années à bloguer que j'ai appris ça. C'est qu'il faut apprendre en fait un moment à déléguer, parce que malheureusement les journées sont 24 heures. En plus, ma fille me prend beaucoup de temps. Donc en fait, j'ai trouvé des techniques, en tout cas une technique qui marche très bien. C'est-à-dire qu'en fait, je prends ici mon iPhone, mais c'est un Android. J'ai changé ce téléphone-là. J'avais un iPhone avant, rien que pour Facebook Live. Parce que Facebook Live, je suis persuadé que c'est un truc et c'est un truc du tonnerre. Et donc, rien que pour avoir une caméra faciale de bonne qualité et la 4G, j'ai changé de téléphone. C'est pour te dire que je crois à la vidéo. La vidéo sur Facebook. Donc, comment je fais ma technique pour écrire facilement du contenu? Dire qu'en fait, je prends ici mon téléphone. J'ai le simple enregistreur enregistreur vocal que tu vois là. Tac. Alors, je sais pas si on verra. Ouais, tu vois, j'ai des petits messages qui sont là. Donc, quand je rentre du bureau, en fait, je vais enregistrer un petit message. Donc, j'ai mon Evernote ou mes notes où j'ai, par exemple, tiens, il y a des choses qui m'intéressent. J'ai noté dans le transport du contenu intéressant à publier. Donc, j'ai ma trame, en fait, de discours. En rentrant, en fait, je prends mon téléphone et je dis, voilà, aujourd'hui, on va parler de ceci, on va parler de cela. Donc, souvent, les gens, si tu m'écoutes sur iTunes, tu verras que on m'entend dans la rue, il y a des bruits de bagnole, il y a des bruits de tout ça. Donc, je parle, en fait, dans mon micro. Et ensuite, en fait, j'envoie ce texte-là en offshore, en transcription. Et en fait, c'est un gars qui me fait un texte. Et après, le texte, en fait, je le remets en forme, j'ajoute des trucs, je mets des images et tout ça. Et après, ça me fait donc un super article de blog. Et quand je suis vraiment très content, après, je le transforme en vidéo, comme je te le disais. Mais autrement, ça peut être l'inverse. Ça m'arrive d'écrire un article direct et après de faire donc le screencast et le podcast. Mais c'est un peu plus rare parce qu'en fait, ça prend plus de temps quand même d'écrire et de faire tout le reste que de faire le podcast et après extraire tout le bazar. D'ailleurs, je prends souvent en vidéo. Si tu regardes sur ma chaîne YouTube, tu verras qu'il y a marqué souvent un podcast. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait un audio avec mon téléphone
et ensuite j'ai rajouté une image, mon logo, et hop, ça fait une vidéo qui est sur YouTube. Et grâce à ça, en fait, j'ai multiplié le nombre de mes vidéos sur YouTube, et ce qui me permet d'avoir plus de vues, parce que sur YouTube, c'est la même chose. Il faut sélectionner les bons titres, il faut sélectionner les bons mots-clés, et il faut ajouter une bonne description. Il faut ajouter donc après dans la description un lien vers ton site internet pour convertir. Il faut mettre bien sûr des call to action dans les vidéos. Faut travailler la miniature. Voilà. Alors je te dirais que je suis pas le meilleur pour YouTube parce qu'en fait je suis plus à l'aise à l'écrit. Mais j'essaye vraiment de dominer un minimum le sujet, tout simplement parce que j'en suis persuadé. L'écrit malheureusement va décliner. Et de toute façon, on le voit, on arrive en fait sur une plateformatisation du web. Tu auras des plateformes, tu auras Google avec le référencement d'un côté, tu seras assez textuel, etc. Avec même du local, tu auras de la Maps, etc. D'un côté, tu auras Facebook où tu auras les gens qui vont aller tous les jours et ils vont avoir du contenu un peu snack, facile à avoir. Ensuite, tu as LinkedIn aussi. LinkedIn qui est pour moi, j'ai redécouvert LinkedIn il y a 1 an et demi. Et depuis, je m'éclate. LinkedIn, c'est vraiment sous-estimé par beaucoup de gens, surtout en B2B. Tu as des plateformes comme Amazon, YouTube, pour moi qui est séparé de Google, donc pour moi c'est un autre média. T'as iTunes aussi un peu pour les podcasts, mais le problème du podcast, c'est qu'en fait aux États-Unis c'est la grosse mode. Tout le monde te dit podcast, mais en fait c'est parce que c'est vrai qu'il y a un peu plus d'audience, un peu plus de maturité, mais surtout en fait les Américains, ils sont assez malins et tu vois souvent des blogueurs comme ça qui t'annoncent c'est la fin des blogs, c'est la fin de machin. Et pourquoi j'ai arrêté de faire ceci pour faire cela? Et en fait, ils essayent de te vendre un produit, mais c'est vrai que le podcast est assez sympa. C'est un format qui est assez urbain, qui se laisse écouter. Et bon, il y a des progrès à faire. Le problème pour moi du podcast en France, c'est qu'iTunes est celle qui offre vraiment une plateforme. Il y a Google Play là qui va se mettre à une plateforme aussi de podcast. Je crois que c'est déjà le cas pour les pays anglo-saxons et je pense que ce sera en France pour la fin d'année, début d'année prochaine. Mais pour l'instant, en fait, il n'y a pas de plateforme comme YouTube qui permet de trouver des podcasts. Et dès qu'il y aura quelque chose de sympa, je pense que le podcast pourra vraiment exploser. Mais pour l'instant, ça reste encore assez confidentiel. Super. Voilà. Et même au niveau des formations, parce que connaissant ta formation que j'ai achetée, que j'ai adorée, que j'adore encore, concernant les vidéos et les podcasts, en fait, voilà, on entend Frédéric en train de parler, on n'est pas forcément devant l'ordinateur pour se concentrer, on pourrait faire autre chose au lieu de lire, mais entendre, et ça facilite les choses aussi, ça stimule en fait l'apprentissage, et du coup, en fait, on mémorise et on est toujours, on a toujours soif de voir qu'est-ce que tu vas encore partager, publier, mettre en ligne, soit sur Facebook ou bien le groupe privé Facebook ou bien sur le site de la formation. Ouais. C'est vrai que moi, alors maintenant j'ai un petit peu moins de temps, mais à l'époque, ce que j'aimais bien faire, c'est faire mon repassage. C'était les dimanches après-midi, j'avais 1 heure ou 2 de repassage, parce que je fais pas toutes les semaines, je faisais tous les 2-3 semaines, et je faisais mon repassage devant mon écran avec 1 heure ou 2 de vidéo. Et en fait, ça me permettait de faire 2 choses à la fois, parce que c'est vrai que parfois c'est un peu pénible de faire tout ça. Au lieu de regarder la télé, tu regardes une petite formation, c'est bien sympa. Ouais, super. Pour chaque web marketeur ou chaque expert en marketing, en fait, il a ses outils qui sont indispensables, ses préférés. Est-ce que tu pourrais nous partager 3 outils indispensables pour toi que tu utilises? Alors bon, bien entendu, pour moi le majeur c'est WordPress, mais bon, je pense que tout le monde utilise WordPress, donc pour moi c'est pas vraiment un outil. Donc après, je te dirais que vraiment l'enregistreur sur ton téléphone est vraiment bien parce que moi c'est un nœud central de ma productivité, de mon efficacité. Donc l'enregistreur, ou alors moi j'utilisais avant l'application Audioboo ou SoundCloud, peu importe, qui permet d'enregistrer aussi de l'audio et le mettre en ligne. Ça c'est vraiment, je pense que c'est un outil qui, pour si tu n'es pas très bon à l'écrit et que tu as un petit peu d'argent pour faire de la transcription, c'est quelque chose qui est vraiment bien. Faire du podcast, par contre, seul, sans faire de transcription, ou faire de la vidéo comme on le fait, l'interview sans transcription, ça c'est vraiment dommage. Vraiment, moi quand je fais des web séminaires, à chaque fois je les fais transcrire derrière. C'est vraiment important parce qu'au niveau référencement, tu gagnes beaucoup.
Parce que l'audio, malheureusement, si c'est trop long, etc., tu as une audience qui est limitée, et la vidéo aussi, tu as une audience qui sera un peu limitée. Les formats audio qui marchent bien, c'est comme les formats assez courts, assez compressés, assez interactifs. Donc voilà, faut dire ça. Donc un, WordPress, deux, l'application de podcast qui peut être soit l'enregistreur, soit Audioboo. Hein. L'autre outil pour lequel je ne peux pas trop me passer, ben, je dirais que c'est Camtasia. Et Camtasia, en fait, qui permet de faire tout ce qui est montage audio, vidéo. Donc, c'est ce que j'utilise tout le temps pour faire mes montages audio. Autre outil vraiment pertinent, j'en ai encore, enfin, j'ai quelques plugins, mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Enfin, en tout cas, je dirais que une solution d'emailing, ça c'est essentiel parce que sans solution d'emailing, tu peux pas faire construire ton business. Donc, je dirais au minimum soit Mailchimp, soit Weber, soit Egero Autorépondeur. Enfin, l'un des trois, voire d'autres. Hein, il y a GetResponse aussi dont j'entends beaucoup de bien. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour moi. Là, l'autorépondeur, c'est le moyen pour toi d'aller pouvoir gérer un business. Parce que le problème, c'est que le site internet et ton trafic, comme je disais, est assez constant. Tu passes par des paliers et donc en fait tu as toujours je sais pas, tes 5000 ou 300 ou 400 ou 50 visiteurs par jour. Si tu n'arrives pas à capturer comme ça tes prospects et avoir par exemple 2-3 prospects par jour, 3-4-5 prospects par jour, et ben en fait tu vas rester toujours à galérer avec un trafic, tandis que si tu arrives à récupérer les coordonnées, bah petit à petit c'est cumulatif, tu vas monter les paliers et finalement tu vas avoir une audience qui te croit, qui est fidèle, et tu vas pouvoir lui vendre des trucs. Parce que le problème, c'est que les gens qui visitent ton site internet, qui viennent, ils repartent et t'as pas du tout de maîtrise là-dessus. Donc c'est super important de construire sa liste. Et au départ, c'est vraiment ce que je recommanderais. Un outil d'autorépondeur. Bon, comme je disais, il y en a beaucoup. Hein, Mailchimp est pas mal. À Weber, je l'utilise depuis quelques années, mais malheureusement, il a vraiment vieilli, beaucoup vieilli. Et Autorépondeur, ce serait plus pour les gens qui sont pas très anglophiles, on va dire. Ça, c'est quelque chose qui est un vrai problème et c'est quelque chose qu'il faut utiliser. C'est en anglais, c'est ça. Et c'est super comme plugin, mais le seul inconvénient, on va dire, en fait, que c'est en anglais par rapport aux gens qui maîtrisent l'anglais ou pas du tout. Ouais. Alors autrement, un outil que j'aime beaucoup, comme je te disais, je fais quand même pas mal de dessins et un des sites qui m'intéresse beaucoup, c'est comme Fiverr, SIVE2R.com. Fiverr, c'est un site en fait où tu trouves des prestataires offshore et en particulier, moi j'utilise pour les dessins. Parce que moi je suis pas bon au dessin, on peut pas être bon partout, et donc c'est pas mal pour trouver des prestataires aussi qui font de la transcription audio en pas trop cher, on va dire. Tu payes une dizaine d'euros, allez 5-10 euros les 10 minutes. Ouais, à partir de 6 euros, on va dire, c'est énorme. Il y a pas mal de choses au niveau de la vidéo, l'intro, au niveau de la rédaction, en anglais, en français, plusieurs langues, voire. Donc, c'est vraiment énorme. Alors, la traduction, faut vraiment se méfier. Je l'ai fait par Fiverr, je l'ai fait également par Textmaster, je l'ai fait par Textbroker, et la qualité est vraiment très moyenne. Il faut toujours faire de la relecture. Autrement, en termes d'outils que j'utilise tous les jours, j'utilise un petit shareware, ça s'appelle Photofiltre. C'est un petit outil qui permet de faire la retouche d'image, qui est gratuit. Il n'est pas puissant, la compression JPEG est pas terrible, pour gérer la transparence c'est pas terrible, mais l'intérêt c'est que c'est hyper rapide, tu copies-colles et tout ça. Autrement, en alternative, j'utilise un autre site qui s'appelle Pixlr, Pixlr.com, Pixlr. C'est un petit outil qui est assez simple en ligne et qui permet de faire un peu de la modif d'image. Hein. C'est pas le meilleur du monde, mais ça suffit largement pour l'utilisation que tu vas en faire. Autrement, j'aime bien aussi Vimeo. Vimeo, c'est pour faire toutes mes formations vidéo payantes. C'est pour faire des animations pour des pages de vente et tout ça. Ça, c'est vraiment sympa. SlideShare également en B2B, c'est important pour partager ses slides. SlideShare, c'est une filiale de LinkedIn. Je trouve que c'est vraiment bien parce qu'en fait, c'est le YouTube des PowerPoint. Donc, c'est un outil qui est vraiment pratique et j'utilise très régulièrement. Depuis quelques temps aussi, j'utilise deux outils, Link Tracker et ClickMeter.
qui permettent de mesurer en fait la conversion de tes actions. Et, parce que Google Analytics c'est bien, mais ça permet pas facilement de copier, de voir les résultats. Donc ça c'est vraiment c'est assez sympa. Ça permet vraiment de faire des choses simples quand tu veux, par exemple, mesurer. Tiens, j'ai posté 10 images sur Facebook, sur Twitter. Combien ça m'a rapporté de visites. Voilà, ça c'est vraiment très bien. Après, dans les plugins WordPress, je vais pas trop en parler parce que bon, c'est un peu classique, mais j'aime bien quand même WP Rocket, qui est un très bon plugin de cache. J'aime bien Revive Outpost, qui est un très bon plugin pour automatiquement republier sur Twitter des contenus. Ça, c'est vraiment pratique, c'est facile à utiliser. Au niveau du chat, j'utilisais jusqu'à ce que j'ai besoin de temps, j'utilisais beaucoup ClickDesk, voilà, ClickDesk, qui est un bon produit qui permet de faire du chat à pas trop cher. Donc je trouve ça sympa, quoi. Ça permet de faire vivre. SEMrush aussi, j'utilisais beaucoup, mais à titre pro, c'est un petit peu cher en fait. Ça coûte 70 € par mois, mais avec la version gratuite, tu peux découvrir un peu. Ça suffit déjà pour un usage très simple, très 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 basique. Après, j'utilise quand je gère des projets avec plusieurs prestats ou avec plusieurs potes et tout ça. J'utilise Slack beaucoup également pour faire du collaboratif. Alors c'est un petit outil de chat en fait, de partage de documents qui est pas mal. J'aime bien utiliser OneTPE pour tout ce qui est affiliation de produits numériques. Alors ça a ses limites, c'est pas forcément le plus complet, ça permet pas de gérer par exemple des produits récurrents, mais bon c'est un outil qui est quand même assez sympa et ça permet de vendre très facilement ces produits. J'utilise pas mal également buffer.com pour programmer automatiquement des tweets. J'utilise Deliverit. Utilisais Deliverit pour synchroniser mes comptes avec mon blog, mon flux RSS de blog et mon compte Twitter pour republier automatiquement. Ça c'est vraiment pratique. Comme je disais, Crowdfire app, qui est en fait une application qui permet d'envoyer des messages de bienvenue automatique, de désuivre un certain nombre de personnes. Ça, je trouve ça assez pratique. Je trouve que c'est bien foutu. Bien sûr, Word, Excel pour tout ce qui est documents, Google Docs, j'utilise surtout pour partager des choses. Là, par exemple, j'écris un bouquin en mode collaboratif, et donc avec cet outil-là, Google Docs, on peut se partager les docs, savoir ce qu'on fait, ce qu'on doit faire, etc., etc. Donc ça, c'est un outil qui est vraiment super pratique, je trouve, pour échanger des fichiers. Partager des fichiers. Autrement, en truc sympa, je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'utilise PayPal pour faire les paiements. On me dit beaucoup de bien de Stripe, mais je ne suis pas encore passé à cet outil-là. Autrement, voilà, si j'essaie comme de réfléchir encore un petit peu à 2-3 trucs, mais de temps en temps j'utilise BuzzSumo. Je trouve hors de prix BuzzSumo pour rechercher des idées d'articles qui marchent bien ou des choses comme ça, mais je trouve quand même qu'il est trop cher. Pareil pour Sumomi. Sumomi, c'est des pop-up. Je trouve ça sympa comme service, mais encore une fois, dès que tu as un trafic important, ça devient un prix complètement délirant. J'aime bien également ThemeDrive, qui est sympa. C'est des modèles de thèmes en fait WordPress qui sont vraiment jolis. En 3 secondes, tu peux faire une landing page, une page d'accueil et tout ça. Donc c'est assez sympa. Je vous conseille également de tester. C'est quand même pas mal. Ça permet de faire des choses assez sympas hein, sur la génération d'une belle page qui soit assez jolie, surtout pour les pages de vente, des choses comme ça. Je l'ai utilisé pas mal et c'est assez intéressant. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'utilisais quasiment tous les jours. Largement 3. Ah super, c'est une mine d'or. Mais en fait, tu te rends compte que tu as pas mal de petits outils qui sortent régulièrement et puis en réfléchissant un petit peu, tu dis ah ouais, c'est vrai que je peux faire ci, je peux faire ça, et ça permet de gagner du temps. Et souvent entre deux marketeurs, tu vois en fait le marketeur ancienne génération et le marketeur nouvelle génération par les outils qu'ils utilisent.
Si j'utilise pas tel truc, tel truc, tu peux dire ah ouais d'accord, il est has-been en fait. Parce que les outils se démodent vite, changent vite, et il y a de plus en plus d'outils. Donc en fait, faut vraiment regarder régulièrement ce qui se passe. Et bon, faut pas non plus être obsédé, hein, parce que parfois il y a des gens qui passent d'outil en outil, ils essaient des outils, ils font des formations et ils n'arrivent jamais à mettre en place. Donc c'est important, c'est choisir un truc et paf, s'y atteler et le mettre en fait en application. Voilà. Super, bah merci beaucoup. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il y a certaines personnes en fait qui ont un regard assez négatif sur le marketing. Et je me souviens, la première fois quand j'ai acheté le nom de domaine Miss Marketing et tout ça, il y avait certaines personnes qui m'ont dit mais pourquoi tu as choisi marketing? C'est pas de la communication ou stratégie, tu trouves autre chose que le marketing. Alors que dans les projets, dans les entreprises, on utilise le marketing. Pourquoi? Mais pourquoi, ce que je ne comprends pas, pourquoi les gens ont si peur du mot marketing? Alors, je vais répondre en plusieurs temps. Alors, le premier temps, je vais dire pourquoi les gens en perdent. Tout simplement parce que le marketing a mauvaise réputation, parce qu'en fait, souvent on dit ouais, tout ça c'est du marketing, donc c'est du vent, parce qu'en fait, le but du marketing, c'est un petit peu de valoriser, de mettre en avant les produits. Et donc en fait, parfois les gens disent c'est du vent, c'est du marketing. Donc en fait, c'est un petit peu ça, parce que tu vends de l'émotion, tu vends du rêve, et ben c'est un petit peu comme certaines personnes qui ont abusé de certaines techniques. C'est comme le mot-clé CRM. Quand tu dis CRM à des commerciaux, les gens disent oh putain, c'est l'usine à gaz, on m'en parle pas, on m'en a parlé à un moment donné. Et en fait, dans une entreprise aussi, dans la plupart des entreprises, en fait, il n'y a pas de marketing. C'est que quand tu commences à avoir une activité qui est à peu près structurée, quand tu commences à être 20, 30, 40, 50 personnes, que tu peux commencer à faire du marketing. Enfin, en France, aux États-Unis, c'est pas du tout le cas, parce que dès le départ, en fait, t'as un growhacker ou t'as quelqu'un du marketing qui est là pour valoriser la marque, parce que tu vends pas juste un produit ou des fonctions, tu dois vendre en fait un certain nombre de services. Et en France, il manquait cette culture-là. T'as beaucoup des cultures d'ingénieurs ou des gens qui sont très techniques, et en fait, ils ont des bons produits, mais ils n'arrivent pas à les vendre, ils n'arrivent pas à décoller, ils n'arrivent pas à passer en fait un cap. En fait, ils sont bloqués par un plafond de verre, et c'est à ce moment-là en fait qu'il faut avoir justement du marketing pour dépasser un plafond, parce qu'autrement on est bloqué, on peut plus aller plus loin. Et moi, je l'ai vécu dans quelques boîtes où il n'y avait pas de marketing, et là, tu vois tout de suite, mais merde, tu prends des commerciaux, tu prends des trucs, mais ta boîte, ton produit est pas connu, tu n'arrives pas à le mettre en avant, tu as des plaquettes qui sont immondes, etc., etc. Donc, en fait, le marketing est là. Alors, là, c'est la première chose. Pourquoi, en fait, le marketing est mal vu? La première chose, c'est que dans les petites boîtes, de toute façon, il n'y a pas la place de faire du marketing. C'est plutôt réservé entre guillemets, aux boîtes un peu plus matures, ou des boîtes qui sont structurées, ou aux startups. Et donc, c'est parfois un petit peu mal vu. Donc, il y a cet aspect-là. Le deuxième point, donc, en fait, à l'origine, le marketing, ça vient de la guerre, en fait. C'est né après la guerre. Marketing, c'est simple, c'est market in, lancer sur le marché. À l'origine, c'est très simple, hein, c'était les militaires qui ont fait la guerre, la Seconde Guerre mondiale, etc., qui étaient habitués à structurer, avoir un plan d'action, etc., etc., prévoir, planifier. Et après qu'ils soient rentrés de la guerre, ils sont rentrés dans les entreprises, et là, c'est la guerre commerciale qui a débuté. Et à l'époque, on a pris les techniques militaires qui étaient planifiées, faire un plan marketing, faire une stratégie marketing, des actions marketing, etc., etc. Et donc, en fait, ces gens-là ont commencé à organiser. Et marketing, c'est de lancer sur le marché. Et c'est vérifier, en fait, que ton produit va être adapté au marché. Donc, tu lances ton produit sur le marché. Et c'était à l'époque où tu avais une grosse offre, une grosse demande et une petite offre. Donc, il fallait que tu sois capable d'adresser ton marché et de lui envoyer un maximum de produits. Et c'est là que sont nés un petit peu les 4 P, Product, Price, Promotion, Place, le produit, le marché, la distribution et la promotion. Et donc, en fait, voilà, on avait un petit truc mémotechnique. Pour rien oublier, quand on doit lancer un produit, il faut penser à ça, 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 ça. Puis après, donc ça a continué. On s'est dit, mais oui, on a pensé au produit, on a pensé à la promotion, on a pensé au canal de distribution, etc. Mais on a oublié de penser à former les gens. Ah, ok, donc on va rajouter un 5e P, people, on va mettre les gens, les personnes. Puis ensuite, on va peut-être penser au processus. Ah, on a oublié de penser au processus. Ah oui, parce que quand on lance un produit, il faut modifier le système d'information d'entreprise, la compta, la gestion, blabla. Alors on va rajouter un 6e P,
processes. Donc, on est passé à 4P, 6P, même, je crois, à un moment donné, on est passé à 12P. Donc, en fait, on était très orienté produit. Et là, en fait, le marketing est en train de changer. Et maintenant, on passe du côté client. C'est-à-dire qu'on va plus être market in, lancer sur le marché un produit, mais au contraire, être market in your company. Donc, en fait, la philosophie actuellement, c'est plus les 4C. Et on va penser plutôt aux clients, à la manière d'acheter, etc., etc. Donc, en fait, on va penser aux besoins du client et ensuite, on va penser le produit. Et c'est comme ça, en fait, que font la plupart des gens qui réussissent actuellement sur le web, c'est de penser comme ça directement au produit. Donc, les 4C, on parle aussi de la vache pourpre, de set coding, c'est-à-dire qu'on va essayer de penser un produit qui est complètement différent. Ou là, on va utiliser des techniques comme l'océan bleu de Moborg et Chan. Je me souviens bien, c'est-à-dire essayer de se différencier comme Free l'a fait par exemple dans le domaine de la téléphonie. Bref, donc le marketing est en train de changer et c'est vrai que ça a une connotation négative et ça reste un petit peu une connotation négative, mais malheureusement, plus ça va aller, plus on devra aller vers le marketing, puisqu'il suffira plus de sortir un bon produit, il faudra le faire connaître, le faire savoir, parce qu'avoir un bon produit maintenant, ça ne suffit plus. C'est comme avoir un bon blog. C'est bien d'écrire des super articles, mais si tu ne fais pas le connaître, si tu n'as pas un concept, si tu n'as pas de l'émotion, ben, en fait, tu n'arriveras pas à le vendre. Ouais. Donc, le marketing va aider les gens à ne rien oublier. Et puis, le marketing évolue également. Pendant de très, très longues années, le marketing, c'était surtout de la com. C'est-à-dire, en fait, c'était plutôt du vent. Et moi, je vois, en 15 ans, le marketing a évolué d'une manière phénoménale. C'était beaucoup de l'instinct. C'était de la com, c'était un peu fumeux. Et c'est vrai que à l'époque, ça m'arrivait de passer dans des réunions et de faire un brainstorming. On va essayer de trouver un nom, on va faire ceci. Et souvent, quand tu vas dans une boîte, le marketing, oui, c'est le marketing, quoi. Vous êtes tranquilles, les gars. Alors, les commerciaux, à chaque fois, ouais, ça dans toutes les boîtes, c'est tout le temps le cas. C'est si on a fait des ventes, c'est grâce aux commerciaux. C'est les commerciaux qui ont vendu, bravo les gars, vous êtes les champions. Mais s'il n'y a pas assez de business, c'est la faute du marketing. Attends, il n'y a pas assez de leads. C'est toujours dans le même cas de figure. Et or, en fait, les leads, ben, quelque part, ils ont été générés par le marketing maintenant. Et c'est les actions, c'est l'image. Et c'est vrai qu'on est en train de changer un petit peu le rôle du marketing. Il y a quelques années, donc le marketing, c'était un peu à part. Et donc, ils faisaient des plaquettes, ils faisaient des salons. C'était un truc un petit peu, bon, accessoire. Et maintenant, le marketing a repris la main. Et on voit bien que dans les entreprises, maintenant, c'est le marketing qui génère les leads. Avant, c'était les commerciaux qui génèrent les leads. Maintenant, c'est le marketing qui génère les leads. C'est le marketing qui fait tout le process de nurturing, de couveuse, de mise en avant, de détection des leads les plus intéressants, qui envoie au commercial et qui, après, eux, transforment les faits. Donc, le rôle du marketing est en train de changer, des trucs un peu fuméeux, de gens qui font des plaquettes, qui font de la belle truc avec de la couleur, machin, qui font des réunions ou des trucs qui servent à rien. On arrive à quelque chose qui est très cartésien, très rationnel. Et donc, le marketing change de manière importante. Et comme je le disais, le marketing bouge beaucoup. C'est une science une science, je dirais même une science, ouais, qui est en train de se rationaliser avec toujours de l'humain et de la psychologie, parce que même si on risque un jour d'y arriver, pour l'instant encore, la vente, c'est encore des humains qui achètent aux humains, même si je pense que dans le futur, ce sera plus des humains qui achèteront aux humains, ce sera comme dans la bourse, il y aura des robots qui vont s'acheter et se vendre même des trucs, mais pour l'instant, on va encore à des hommes. Ok. Donc, c'est pour clôturer en fait avec une dernière question qui va dans ce sens-là. L'avenir du marketing, comment tu le vois? Comme je te le disais, je pense que c'est un avenir qui va être cartésien. En fait, on arrive à une rationalisation beaucoup du marketing. On demande beaucoup au marketing de mesurer, de prouver son ROI. C'est quelque chose qui va être hyper spécialisé. Moi, je le vois, hein, il y a quelques années, tu faisais du marketing. Maintenant, non, tu fais du web marketing, tu fais de la com, tu fais ceci, tu fais cela. Tu as un spécialiste AdWords. Moi, tu vois, je bossais encore dans une startup il y a pas très longtemps. Et c'est vrai que j'ai mis en place plein de trucs, mais je sais qu'avec AdWords, bon, je faisais des trucs bien, mais ça cartonnait pas autant que je voulais. J'étais dans un univers qui était très concurrentiel, très dur, très très dur, et en fait, je trouvais qu'on n'avait pas un ROI énorme là-dessus, donc j'ai fait appel à un spécialiste qui nous a optimisé les campagnes aux petits oignons, et tout de suite ça a beaucoup mieux marché.
Donc c'est devenu beaucoup plus dur d'être un spécialiste, pas d'être un généraliste. C'est vraiment beaucoup de spécialisation, c'est des technologies qui bougent de plus en plus des outils qui bougent de plus en plus. C'est-à-dire qu'auparavant, moi mon principal outil c'était Word, Excel. Je me souviens un peu de PowerPoint, enfin beaucoup de PowerPoint. Et maintenant en fait on a beaucoup d'outils, on structure. En fait c'est simple, hein. On arrive à une époque où on est en train de rationaliser les services. C'est-à-dire que dans les années 1900 à 1970-80, on a rationalisé dans les entreprises tout ce qui était production. C'est-à-dire que tout ce qui est la production dans les usines, etc., ça a été rationalisé. On est au carré, on est au taquet, on peut pas faire plus. Ensuite, entre 80-2000, tu as commencé à optimiser les services, comment dire, de soutien, comme par exemple la compta, la paye. Maintenant, ils ont des logiciels, ils sont au taquet, ça commence à transférer entre les ordinateurs. T'auras encore plus de trucs avec la dématérialisation des factures, etc. Donc, ça va aller encore plus vite. Donc, le métier de la comptabilité va encore beaucoup bouger et il va y avoir vraiment beaucoup de transformations. C'est compliqué pour pas mal de personnes qui n'auront pas pris justement cette formation continue. Et comme moi, et comme toi, hein, il faut se former régulièrement parce que notre métier va disparaître, elle va changer dans quelques années. Et donc, donc il y avait bien sûr, comme je disais, les services support, la compta, la gestion, etc. Et maintenant, on s'attaque à d'autres fonctions comme par exemple le marketing. On a des outils, on aura moins de monde, on automatise, on envoie des campagnes en automatique, on fait des marketing automation, Facebook qui envoie des études, des machins, t'as le chat, t'as le chatbots. Donc en fait, on est en train de rationaliser pour faire réduire les coûts. Il faut pas se cacher, hein, c'est réduire les coûts, réduire la consommation, et réduire les prix. En fait, tout ça, c'est un cercle vicieux où tu réduis les prix, donc en fait, tu réduis le service, tu automatises. Et en même temps, tu mets des gens au chômage. C'est un peu un cercle vicieux. Oui, malheureusement. Et ça va aller dans tous les secteurs. La formation, pour l'instant, c'est beaucoup de formation physique. Ça va aller de plus en plus dans du e-learning ou du coaching. T'as vraiment tous les gens qui travaillent dans les services. Je leur dis faites attention, votre métier risque de se faire ubériser. Pour moi, en fait, les gros qui vont se faire ubériser dans les prochaines années, et ça va être terrible, ça va être la banque. Parce que la banque, en fait, est assise sur un tas d'or. Et pour eux, c'est très difficile de changer de business model. Moi, je l'ai vécu dans une boîte internationale qui était spécialisée dans le logiciel. Renoncer à ton trésor de vendre du logiciel, licence installée chez les clients et passer à du logiciel cloud, tu gagnes moins d'argent sur le court terme, c'est compliqué et il y a beaucoup de gens qui refusent et c'est compliqué. Et donc, si t'as pas un changement d'homme, de culture et un manager qui veut vraiment changer les choses, ça peut être très difficile parce que les gens voient leur intérêt à court terme et ne voient pas l'intérêt à long terme. D'accord. Ok. Super. Merci beaucoup. C'est très riche. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une mine d'or. Entendre c'est toujours le cas. Donc, je te remercie vraiment pour tout ce que tu nous as partagé, pour ta présence. Et comment, en fait, les gens peuvent te contacter, via quel site précisément, à part conseilmarketing.com, comment les gens peuvent te contacter ou si tu as une adresse? Tout simplement, ils peuvent me contacter sur mon LinkedIn, mon Facebook, mon Twitter. Alors sur Facebook, ça va être un peu compliqué parce que j'ai atteint le seuil des 5000 amis. Donc en fait là maintenant, je peux plus inviter grand monde. Il faut que j'attende que les gens se désabonnent. Ouais. Mais donc mon LinkedIn, là aussi, j'avais un petit peu pété les scores parce qu'en fait t'es limité, je crois, à 3500 invitations dans l'année. Et comme je disais, j'ai fait un gros effort sur LinkedIn là, en un an et demi. Donc je suis arrivé à 8000, 9000 contacts. Donc vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, je réponds à tous les messages de toute façon. Twitter, pareil, j'essaie d'y répondre assez régulièrement. C'est un peu moins régulier parce que sur Twitter, il y a quand même beaucoup de spam. Ouais. Mon email, fred@conseilmarketing.fr, j'y réponds tout le temps. Mon site internet, si vous faites des commentaires, j'y réponds. Facebook, envoyez-moi un message, j'y réponds aussi. Alors, sur Facebook, faut faire gaffe parce qu'il y a le spam, en fait, qui fait que si on n'est pas amis, je vois pas forcément vos messages et puis je vais pas regarder tout le temps. Mais n'hésitez pas, je réponds toujours. Je confirme que tu réponds parce que moi, je t'ai contacté, je pense, ça fait plus d'un an sur Twitter et j'ai eu une réponse vraiment rapide. Et puis, je t'ai contacté aussi sur Facebook et tu as répondu tout de suite. Voilà. Ah ouais, c'est normal.
Merci. Voilà, on arrive au bout. Merci pour votre attention et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle interview. Au revoir. Au revoir Frédéric. Bye bye. Bye. Salut.